Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello! On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'ai l'impression que ça fait genre une éternité que j'ai pas tourné d'épisode de podcast. En fait, j'essaye de vous le programmer pour que vous en ayez à peu près un par mois. Mais moi, en fait, les anciens, je les avais préparés bien avant. Donc, ce qui fait que ça fait vraiment, en fait, longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. Et en vrai, ça m'avait trop manqué. Donc je suis trop contente de vous retrouver, d'enregistrer. Le dernier mois, tout le mois de septembre, j'ai beaucoup travaillé sur un projet qui me tient tellement à cœur depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, mais dont je ne pourrais toujours pas vous parler. Enfin, je ne veux toujours pas vous en parler. Pas avant janvier, février. Donc faut prendre son mal en patience parce que c'est l'année prochaine. Mais peut-être que si je suis chanceuse, je pourrais commencer à en parler en décembre. Bon bref, aujourd'hui je vous retrouve du coup pour un nouvel épisode de podcast sur la rechute. C'est une abonnée sur Instagram qui m'a inspirée parce qu'elle m'a demandé si j'avais déjà eu des rechutes, est-ce qu'il y avait des signes un peu précurseurs, comment on doit agir si on est dans une rechute. Donc je me suis dit je vais faire un épisode complet là-dessus parce que je pense que c'est hyper important parce que le terme rechute en fait c'est un mot malheureusement j'ai envie de dire que l'on retrouve souvent associé à la guérison des troubles alimentaires. Et je pense d'ailleurs que ça peut faire peur pour certains, d'autant que on entend tellement parfois, y compris de la part des professionnels de santé, que quand on souffre de troubles alimentaires, je pense qu'on se sent presque bloqué, genre c'est une étape inévitable. Donc voilà, je me suis dit je vais faire un contenu vraiment complet là-dessus pour vous parler de ma propre expérience avec les rechutes, la rechute, enfin j'en parlerai plus tard de mon expérience. Je vais vous parler des facteurs de risque, je vais vous donner une liste des éléments, des signes qui montrent que vous êtes en train de faire une rechute, et puis surtout comment agir si ça vous arrive et comment l'éviter. Avant tout, j'aimerais parler de l'état d'esprit à adopter par rapport aux rechutes. Souvent, quand on est confronté à une rechute, il y a la petite voix du trouble alimentaire, celle qui est super dure avec vous, qui dit « Ah, t'as échoué » ou « Ça y est, tu dois tout recommencer alors que t'es épuisé, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» ou ah bah voilà, tu vois, t'es en train de reculer, ou tu vois, tu guériras jamais. Enfin voilà, tout ce genre de pensée, je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je veux dire. Et je sais que c'est difficile de pas voir la rechute comme ça, mais dans mon livre sur l'anxiété et les peurs du trouble alimentaire que j'avais sorti en début d'année, je parle de l'importance de faire évoluer son état d'esprit sur l'erreur, l'échec, de les voir différemment. Et vraiment, les rechutes, c'est pas des échecs, c'est pas un signe de faiblesse de rechuter. Ça fait vraiment partie de la guérison. Je sais que c'est horripilant, enfin, que vous préférez guérir d'une seule traite et que vous préfériez ne pas passer par des rechutes. Je le sais vraiment, mais les rechutes, ça permet en fait d'apprendre des nouvelles choses pour vous aider à guérir d'autant mieux et de façon plus consolidée. Tout processus de changement, d'évolution s'accompagne de son lot d'obstacles. Des obstacles, c'est pas des barrières, c'est des obstacles. Ça veut dire que vous pouvez les surmonter. Et vous l'avez déjà fait dans le passé, surmonter des obstacles. Rien que quand vous êtes arrivé sur Terre, enfin pas tout de suite, mais dans les premiers mois, voire premières années, parce que moi j'ai marché à 2 ans quand même, j'étais une grosse flemmarde. Mais les premiers mois, quand tu essayes d'apprendre à marcher, tu dois faire face à des problématiques d'équilibre, d'objets sur lesquels tu pensais t'appuyer, mais en fait qui sont complètement instables et du coup tu te casses la gueule. Tu dois être confronté à des marches complètement inattendues que tu n'avais pas vues sur ton passage. Bref, tu tombes un nombre incalculable de fois, mais c'est en tombant que vous avez appris à vous relever et que à force, vous avez su marcher. Aujourd'hui, marcher, c'est une compétence fluide pour vous, mais à la base, vous avez vraiment galéré pour y parvenir. Les rechutes, vraiment, c'est la même chose. C'est une façon de vous apprendre de nouvelles choses pour que vous puissiez viser une guérison durable et consolidée. Je dirais même que si vous rencontrez aucun obstacle dans votre chemin de guérison, c'est trop idyllique. C'est pas normal. C'est que ça fait trop plaisir aux troubles alimentaires. Je dis souvent que quand c'est difficile, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous allez à l'encontre du trouble alimentaire. Voilà, pour moi, c'était important de commencer par vous dire ça. Parce que si vous voyez les rechutes comme une étape qui va vous apprendre quelque chose plutôt que comme une étape maudite qui va vous emmener dans les tréfonds de la maladie, vous agirez différemment si ça vous arrive. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire un peu en avant-propos, c'est qu'il faut
pas prendre la moindre difficulté comme une rechute. Avoir des journées difficiles, avoir des difficultés où vous répondez plus à la maladie que, faire le choix de la guérison, par exemple, enfin faire l'action de la guérison, mais tout ça c'est normal. Vraiment, je le dis souvent, mais les jours sombres font partie de la guérison et je dirais même que moi, personnellement, dans ma guérison, j'ai eu beaucoup plus de jours sombres que de jours ensoleillés. Genre vraiment, si on part dans un pourcentage, on va être sur du 80-20, où le 80 c'est les jours sombres. Donc voilà, je pense que parfois on va peut-être mettre le mot rechute sur quelque chose qui n'est pas vraiment une rechute. Après, comment définir une rechute exactement, c'est assez compliqué. Je dirais qu'il y a quand même une question de temporalité. Je pense qu'on peut parler de rechute si justement face à plusieurs difficultés, on n'arrive vraiment pas à contrer la maladie et que ça s'étend dans la durée et qu'il y a une augmentation des symptômes et voire des symptômes qui ont déjà été améliorés par le passé. Après, parfois, c'est possible qu'il y a des jours où, par exemple, vous arrivez à faire face à un aliment que vous avez peur et le lendemain que vous n'y arrivez plus. C'est pas une rechute, ça, par exemple, pour moi. C'est une difficulté et ce qui est complètement normal, en fait. Parce que, encore une fois, la guérison, elle est pas linéaire. Bref, on va voir en fait un peu plus en détail quand même ce que c'est une rechute. Je vais parler de mon histoire avec les rechutes. Donc pour moi, j'ai connu une seule rechute. Enfin, en fait, j'aurais dit deux, mais c'est plus une. Bon, je m'explique. En gros, j'ai eu une genre de rechute, mais pour moi, c'était pas vraiment une rechute parce que j'étais pas totalement sortie ou enfin, c'était plus un leurre de la maladie. En fait, c'était juste après que je suis rentrée à l'hôpital, ma première hospitalisation, là-bas, j'ai tout accepté, hyper bien. J'ai accepté toutes les augmentations de ration, je reprenais du poids et c'était complètement ok pour moi. Limite, j'étais pas contente quand je perdais du poids. Enfin, c'était presque, justement, pas normal en fait. Mais sur le moment même, j'en avais pas du tout conscience. Genre, j'étais pas du tout en train de duper les médecins ou mes proches. C'est que vraiment, genre, la maladie, elle m'avait menti à moi-même. Et en fait, maintenant, avec le recul, je dis que je pense que la maladie m'a fait faire ça pour que je sorte de l'hôpital. Parce que je suis sortie de l'hôpital, en fait, l'anorexie m'a tourné derrière la porte, quoi. Donc, oui, c'est une rechute parce que j'allais mieux, mais en réalité, j'allais pas vraiment mieux. Enfin, concrètement, c'est peut-être une rechute, mais moi, en fait, je me dis que réellement, j'étais pas vraiment sortie de là, donc c'est pas vraiment une rechute. Par contre, là où j'ai fait plus une vraie rechute, j'en parle dans mon épisode sur la quasi-guérison, qui est l'épisode 27, où justement, j'étais dans la quasi-guérison, et je l'ai pas vraiment vu venir, parce que justement, je pense que beaucoup de rechutes, malheureusement, s'installent insidieusement, notamment parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'avouer qu'on est à nouveau dans les troubles alimentaires ou que le trouble alimentaire, du moins, a pris une plus grande ampleur d'un coup. Où là, du coup, j'allais vraiment, vraiment, vraiment mieux. Mais sauf que maintenant, encore une fois, avec le recul, je sais que j'avais des éléments que j'avais pas assez travaillé. Et du coup, j'ai rechuté. Mais vraiment, ça a été une toute petite rechute. Parce que j'ai bien agi aussi. Je vous expliquerai ça dans la partie comment agir justement. Avec le recul, encore une fois, j'ai vu cette rechute comme quelque chose de positif parce que grâce à cette rechute, en fait, j'ai pu voir les éléments qui me manquaient à travailler pour réellement faire une guérison consolidée et justement durable, enfin où il n'y ait pas de rechute après. Voilà pour ma petite histoire avec les rechutes, j'en parlerai un petit peu plus au fil de l'épisode. Je vais vous parler maintenant des facteurs de risque qui peuvent déclencher du coup une rechute. Alors, je le dis souvent, chacun a son propre parcours de guérison. Donc forcément, là, je vais donner des facteurs de risque, mais ça reste non exhaustif et ça dépend vraiment de la vie de chaque personne. Selon moi, et après c'est mon point de vue, une rechute survient si la guérison, elle n'est pas consolidée, comme je disais, elle n'est pas complète. En fait, selon moi, une rechute, ça arrive par exemple quand t'es en quasi-guérison, comme j'en ai parlé juste avant. C'est-à-dire que t'es guéri, mais pas totalement, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées ou pas totalement. Je parle vraiment de ça plus en profondeur dans l'épisode de la quasi-guérison, l'épisode 27, mais je vais à nouveau expliquer, mais quand même plus synthétiquement. Pour moi, en fait, il y a trois grandes catégories, entre guillemets, je sais pas trop comment appeler ça, mais trois grandes dimensions dans la guérison. Donc il y a la guérison physique, qui est retrouver un poids d'équilibre, notamment s'il y a une perte de poids, donc dans les TCA restrictifs. La guérison comportementale, avec une restructuration cérébrale, avec un travail d'acceptation corporelle, un vrai travail d'acceptation corporelle, parce qu'il y a plein de trucs où on pense qu'on fait un travail d'acceptation corporelle, mais on n'a pas vraiment mis de choses en place. Et la guérison comportementale, c'est aussi la prise de recul par rapport à la culture de régime, une rupture avec les comportements de compensation. Et la troisième dimension, c'est la guérison psychologique, où là, en fait, il y a un travail sur les causes de la maladie, sur le mal-être qui est plus profond. Voilà, c'est pour ça que la guérison, elle est vraiment multifactorielle. C'est tous des points que je traite dans mon programme Butterfly Body. Et d'ailleurs, celles qui le suivent me disent souvent qu'il y a certains points qu'elles n'ont jamais travaillé avant, alors que ça fait plusieurs années qu'elles travaillent sur la guérison de leurs troubles alimentaires. Et justement, en les travaillant, du coup, elles prennent conscience à quel point c'est essentiel. Je pense qu'une rechute survient lorsque
qu'une ou plusieurs de ces dimensions n'ont pas été travaillées de façon solide en tout cas. Alors attention, là, faut pas pour autant vous dire, «Ah bah voilà, c'est de ma faute, je suis trop nulle, j'ai pas travaillé ces aspects-là» et cetera. Non, vraiment c'est normal, hein. Moi, j'ai jamais travaillé ces éléments-là, d'un coup, j'ai jamais tout travaillé d'un coup. C'est vraiment petit à petit, c'est vraiment très, très important ça de garder en tête et de pas genre, être trop dur avec soi-même. Si l'on prend la métaphore d'une montagne où, le sommet correspondrait à la guérison, croyez-moi, même dans la vie réelle, les alpinistes, ils grimpent pas d'une seule traite la première fois. Parfois ils s'arrêtent, parfois ils redescendent pour avoir des meilleures prises, parfois ils se blessent même. Il leur faut beaucoup d'entraînement pour atteindre le sommet. Donc voilà, faut vraiment pas vous mettre la pression parce que même dans la vie, pour n'importe quoi, quand on apprend une nouvelle chose et même quand on apprend la guérison, parce que ça s'apprend de désapprendre justement plein de croyances erronées que vous avez appris depuis très longtemps et de réapprendre à manger, même si c'est un besoin primaire, c'est des choses que vous devez réapprendre et ça prend du temps. Donc, un facteur de risque, c'est lorsqu'une de ces problématiques n'est pas travaillée. Donc, par exemple, la problématique d'acceptation du corps, si elle n'est pas travaillée, ce qui ferait que, par exemple, il y aurait toujours une volonté de perdre du poids ou il y aurait toujours une croyance erronée selon laquelle votre vie serait plus belle ou plus simple si vous étiez plus mince. Si, par exemple, la cause psychologique, elle n'est pas travaillée, peut-être que vous avez une blessure qui n'est pas guérie par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à une relation avec vos parents. Si vous, par exemple, vous n'avez pas encore travaillé sur, je sais pas, des valeurs d'éducation, sur quelque chose qui vous est arrivé dans votre éducation, sur un trauma, sur un problème profond de confiance en soi, sur un l'harcèlement. Enfin, il y a plein, plein, plein de causes malheureusement. Et en fait, travailler la cause psychologique, c'est pas juste dire il m'est arrivé ça ou je sais que j'ai eu ça. C'est vraiment travailler ça en profondeur. Moi, j'ai vraiment travaillé en profondeur la cause psychologique avec des psychologues, aussi avec la thérapie de EMDR, avec plusieurs thérapies concrètes en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de totalement sortir des troubles alimentaires, vraiment d'avoir une guérison consolidée. Le trouble alimentaire, en fait, il vient inconsciemment aider à pallier à ces problèmes-là. Donc, tant que la cause psychologique, elle est pas réglée, d'ailleurs, je dis la cause, mais souvent il y en a plusieurs, il y a quand même plus de risques que ça revienne. Mais attention, une fois de plus, j'avais pas totalement réglé mes problèmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis toujours une personne stressée, angoissée, qui a pas confiance en elle, etc. Et pourtant, j'ai plus de TCA. Je veux dire, il faut pas régler tous vos problèmes pour sortir de vos troubles alimentaires. Pas du tout. Par contre, il faut avancer dessus, avoir certains éléments pour constituer votre puzzle de votre vie. Avancer sur les problématiques en fait, pas forcément tout résoudre, vraiment, encore une fois. Parce que les personnes qui sont guéries des troubles alimentaires sont pas des personnes qui n'ont plus de problèmes. Ça n'existe pas ça. Tout le monde a encore ses problèmes. Donc voilà, vous mettez pas de la pression là-dessus. D'autres facteurs de risque, plus précis peut-être, qui peuvent augmenter du coup les rechutes, c'est le fait de se lancer dans un nouveau régime, le fait d'entamer une nouvelle routine sportive, surtout dans le but de perdre du poids ou de contrôler son corps. L'utilisation d'un outil de tracking, je vais donner des exemples concrets, l'utilisation d'une montre connectée ou d'une application, que ce soit pour, compter votre nombre de pas ou votre nombre de calories ou enfin voilà. Tous ces trucs-là, c'est vraiment, des gros déclencheurs pour, vous remettre dans des mécanismes de troubles alimentaires. Donc voilà, à éviter. Ça peut être aussi, un commentaire de quelqu'un qui vient réveiller une blessure qui n'a pas été travaillée. Ça peut être un événement stressant qui vous arrive, qui soit négatif ou positif. Vraiment, c'est par exemple, ça peut être un accouchement ou le fait d'essayer d'avoir un enfant, ça peut être même un mariage, mais ça peut être aussi évidemment un décès, un nouveau travail, une nouvelle relation, un retour des règles aussi, parfois ça peut créer une rechute. En fait, c'est tous des événements qui vont venir chambouler votre quotidien. Après, encore une fois, les rechutes n'arrivent pas systématiquement quand il y a ces événements-là. Elles arrivent si la guérison, du coup, elle est fragile, s'il y a encore des fragilités et que ces événements, du coup, viennent encore plus vous déstabiliser. Ça peut être aussi un événement déclencheur qui va venir faire écho à un traumatisme. Ça peut être une perte de poids involontaire, par exemple, due à une autre maladie ou sans que vous en ayez, rendu compte, vous avez perdu du poids et du coup, on vous le souligne et du coup, ça vous remet un peu dans ces mécanismes-là ou du moins vous avez peur, en tout cas, de reprendre du poids. Enfin bref, ça peut être ça aussi. Et aussi, un autre facteur de risque, c'est le fait de s'isoler, de se sentir illégitime aussi. Genre de prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas psychologiquement, mais comme en apparence ça se voit pas, du coup vous vous sentez illégitime. Donc les mécanismes ont plus de temps pour se réimplanter dans votre quotidien. Voilà, tous ces facteurs de risque sont vraiment souvent là de façon inconsciente et parfois ils sont liés entre eux.
Aujourd'hui, je sais dire les causes de ma rechute, mais parce que je l'analyse avec du recul, sans avoir les œillets de la maladie qui m'empêchent de réfléchir convenablement. Ma rechute, elle a eu lieu dans un contexte de déménagement et de nouveau travail. Donc j'étais vraiment déstabilisée et je me rappelle que j'ai commencé à chercher à prendre un nouveau départ dans ma vie et du coup à contrôler plein de choses pour me rassurer. Mais évidemment, c'était un leurre. Et c'est comme ça, du coup, que je me suis lancée dans une nouvelle routine sportive, que j'ai essayé un nouveau régime, qui est bien déguisé sous le nom de rééquilibrage alimentaire d'ailleurs. Mais la base de cette rechute quand même, c'est que je n'avais pas travaillé un gros point des causes de mon trouble alimentaire, un gros point psychologique. Du coup, j'avais pas non plus fait de travail consolidé sur l'acceptation de mon corps. J'avais vraiment pas mis encore assez de choses en place, parce que j'avais déjà mis des choses en place. Mais je le voyais pas encore de façon neutre et j'avais pas encore du tout pris de recul par rapport, à toutes les croyances erronées que l'on véhicule dans la culture du régime et au final, cette rechute, encore une fois, vraiment m'a aidée à me sortir totalement de mes troubles alimentaires donc elle m'a aidée à guérir totalement donc c'est voilà, pour vous montrer qu'une rechute n'est vraiment pas négative. Même si au moment même, évidemment, qu'on le voit comme ça, mais avec du recul, sachez-le, en tout cas moi, c'est comme ça. Je ne l'ai pas vu comme quelque chose de négatif. Voilà, j'ai la sensation d'être méga fouillie à chaque fois dans mes épisodes de podcast. J'espère que je ne vous perds pas. Si c'est le cas, vraiment, dites-le moi, parce que je le prendrai jamais mal. Vos retours sont hyper importants pour me permettre de mieux répondre à vos attentes et surtout que ces épisodes de podcast vous servent à quelque chose jusqu'au bout et que je sois pas trop fouillie. Bon, je pense quand même que je suis assez structurée. D'ailleurs, on va passer à la deuxième partie, ou c'est peut-être la quatrième. Bon non, je suis peut-être pas si structurée. Du coup, je vais vous parler des signes. Comment savoir, comment reconnaître les signes d'une rechute. À nouveau, je vais faire une liste pour structurer, mais il faut pas avoir tous ces signes-là que je vais donner, hein. C'est juste des points de repère. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Premier signe, c'est que vous avez des préoccupations croissantes sur votre poids, sur votre corps, sur vos formes, sur votre apparence, votre silhouette. Du coup, vous augmentez, par exemple, le nombre de fois où vous vous regardez dans les miroirs, dans les vitrines. Peut-être que vous repesez ou que vous augmentez le nombre de fois où vous pesez. Deuxième signe, c'est que vous avez la croyance croissante que vous devez perdre du poids pour vous sentir mieux, que vous devez atteindre tel objectif de poids ou d'apparence physique pour pouvoir vivre plus sereinement. Troisième signe, c'est que vous vous rappelez de votre vie passée avec le trouble alimentaire, mais avec mélancolie, genre avec manque, en vous rappelant des côtés positifs que ça vous apportait. Quatrième signe, c'est la culpabilité qui augmente après les repas ou avec certains aliments qui sont mangés, ou par rapport au fait de ne pas faire assez d'activité, ou quand vous reposez, peut-être que vous vous culpabilisez aussi. Cinquième signe, c'est que votre perfectionnisme prend davantage de place. Donc vous êtes de plus en plus strict avec vous-même, même dans d'autres domaines rien à voir avec l'alimentation ou votre corps. Sixième signe, vous vous sentez submergé, oppressé, dépassé. Vous avez l'impression qu'il y a énormément de stress et que vous ne savez plus le gérer et vous avez la sensation d'avoir besoin d'une échappatoire. Vous avez peut-être même des idées noires. Septième signe, c'est que vous augmentez les mensonges, la dissimulation à vos proches, voire aux médecins qui vous suivent si vous en avez, sur votre état psychique, sur votre relation à la nourriture, sur ce que vous mangez, sur votre poids, sur les comportements compensatoires que vous pouvez avoir. Huitième signe, vous diminuez les quantités dans votre assiette. Vous commencez à interdire de manger entre les repas. Vous trouvez des excuses pour ne pas manger. Vous supprimez à nouveau des catégories d'aliments. Peut-être que vous reprenez même le comptage de calories. Neuvième signe, peut-être que concrètement vous mangez toujours comme avant, mais par contre la restriction mentale est de retour. C'est-à-dire que dans votre tête, peut-être que vous dites « Oh là là, ça va bientôt falloir que j'enlève de mon alimentation, que je diminue, ou ça c'est vraiment mauvais, il faut vraiment que j'arrête ». Le cerveau, à chaque fois je le dis, hein, on peut mentir à n'importe qui, même à soi-même, on peut se mentir, mais pas à son cerveau. Le cerveau, il assimile tous ces pensées-là à de la restriction. Surtout si dans votre passé, vous avez eu un passé restrictif, mais il se souvient et il veut pas retrouver ça. Et d'ailleurs, ça peut déclencher des crises, des compulsions d'avoir ces pensées-là. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Dixième signe, c'est le fait d'augmenter son activité physique ou d'avoir la réapparition de TOC par rapport au repas ou dans le ménage, enfin d'autres domaines aussi. Onzième signe, je crois, vous isolez de plus en plus, vous trouvez de plus en plus de prétextes pour éviter les invitations à l'extérieur, vous vous renfermez davantage sur vous-même. Et dernier signe, c'est globalement, en gros, vos pensées commencent à être bien plus focalisées sur vos préoccupations alimentaires, sur votre corps, sur le contrôle de votre vie de façon plus générale. Peut-être même que vos centres d'intérêt s'axent à nouveau sur ça, donc par le biais du sport ou peut-être par le biais de comptes que vous regardez sur les réseaux sociaux, sur les contenus que vous regardez, etc. Donc, comment agir si vous rechutez? On arrive du coup maintenant au cœur du sujet. Comment agir en cas de rechute? Cela dit, c'est tout de même important de bien comprendre, encore une fois, l'état d'esprit à adopter en amont et de connaître les signes précurseurs, les facteurs de risque pour savoir les identifier
voire mieux les éviter pour agir au plus vite si vous les identifiez. Déjà, la première chose, c'est de pas se dire que c'est un retour en arrière, un retour à la case départ. Pour moi, vraiment, une rechute, c'est pas un retour en arrière. Tout au plus, c'est quelques pas en arrière, mais pour faire un léger demi-tour et prendre conscience qu'en fait, il existe un autre chemin et que celui là-bas, eh ben, il a plus de probabilité de vous emmener à la guérison totale. Il faut pas non plus se dire, genre, foutu pour foutu, tant pis, je retourne dans les troubles alimentaires à fond, je m'en doutais, ça fonctionne pas, etc. Enfin bref, avoir une attitude fataliste, il faut vraiment oublier ça. Je sais que c'est bien plus simple à dire qu'à faire et que sur le moment même, c'est très décourageant. Vraiment, je vous assure que je le sais. J'étais pas du tout en mode guerrière qui affronte chaque obstacle de sa maladie. Je pleurais très souvent et j'avais parfois peur d'être bloquée à jamais dans cette maladie. Mais quand j'ai eu ma rechute, déjà, il m'a fallu un temps pour me l'avouer. Mais ensuite, je me suis dit, ok, c'est que mon corps essaie de me dire qu'il y a quelque chose qui est pas réglé. Et c'est comme ça que j'ai consulté d'ailleurs directement un professionnel. Et c'est l'une des premières choses que je vous conseille, c'est d'aller voir quelqu'un très rapidement, le plus vite possible, vraiment, d'aller voir un professionnel, de vraiment pas rester seul, aller chercher l'aide d'un professionnel et qui est spécialiste dans les troubles alimentaires, même si vous n'avez pas perdu du poids. Moi, j'avais pas perdu 1 gramme avec ma rechute alors que j'avais grave diminué mon apport alimentaire. Et en apparence, j'avais plus du tout l'air d'avoir des troubles alimentaires. Mais allez-y quand même si vous mangez 4 repas par jour, que vos préoccupations sont pas encore trop omniprésentes, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça soit pire pour aller consulter. On a toujours l'idée qu'il faut aller voir quelqu'un si on va mal. Mais non, il faut y aller justement avant que ce soit trop grave. Au plus vous laissez le temps à votre trouble alimentaire, au plus il s'installe, au plus la suite est difficile. Donc vraiment, agissez le plus rapidement possible, vraiment. Et si vous tombez sur quelqu'un qui comprend pas, qui vous dit que c'est pas si grave, que vous avez pas l'air vraiment malade, et ben vous le sentez en fait. Faut vous faire confiance à vous et vous savez que vous allez pas bien. Et du coup, allez voir quelqu'un d'autre en fait. Malheureusement, des gens qui comprennent pas, il y en a, même chez les spécialistes des troubles alimentaires. Le problème, c'est pas vous, c'est vraiment cette personne qui comprend pas. Une autre chose à faire, c'est de pas se concentrer sur la rechute en elle-même. Ce que je veux dire, c'est que si vous focalisez votre attention sur le fait que vous avez rechuté, que vous allez pas bien, si par exemple vous dites j'ai échoué, ça aidera pas votre cerveau à combattre en fait. Je sais, une fois de plus, que c'est bien plus simple à dire qu'à faire, mais concentrez plutôt votre attention et votre énergie à ce que vous pourriez faire pour vous sortir de cette rechute. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Déjà, vous pouvez commencer par essayer de comprendre le pourquoi. Essayez vraiment de vous poser avec genre de quoi écrire et demandez-vous pourquoi, selon moi, j'ai rechuté. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Comment vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce qui vous a manqué auparavant pour vous permettre de bien guérir? Un autre exercice, il n'a pas été fait et je pense que dans tous les cas, c'est intéressant de le refaire, enfin de le faire plusieurs fois, parce que je pense que ça évolue, ou du moins les prises de conscience évoluent. Mais du coup, c'est de comprendre les bénéfices secondaires de votre maladie. Donc les bénéfices secondaires, c'est un processus inconscient psychologique. J'ai fait tout un épisode complet là-dessus, qui est l'épisode 21, où je donne l'exercice concret à réaliser, des exemples qui ont été mes propres bénéfices secondaires. Donc identifier les bénéfices secondaires, c'est vraiment important parce que c'est eux qui représentent des barrières à la guérison. Donc ça peut vous permettre de comprendre la rechute. Troisième conseil, c'est de parler à vos proches. Je sais qu'il y a souvent un sentiment de honte, la peur de décevoir, la peur de ne pas se sentir légitime, incompris, etc. Et c'est pour ça que je vous invite à contacter des proches qui sont ouverts, qui peuvent vous comprendre, qui sont sensibles aux problématiques de santé mentale. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, mais au moins à 1 ou 2 personnes. Et prenez vraiment un temps calme où vous êtes seul avec cette personne pour expliquer comment vous vous sentez maintenant. Je vous assure que c'est important de parler parce que la solitude est la meilleure alliée du trouble alimentaire. Et au plus vous en parlez, au plus vous rendez votre trouble alimentaire vulnérable, au plus vous passez aussi au conscient ce qui subsiste dans votre inconscient. Un autre conseil, c'est de reprendre les raisons pour lesquelles vous vous battez, qui vous rappellent pourquoi une vie sans trouble alimentaire est bien mieux qu'une vie avec, qui n'est d'ailleurs pas une vie, c'est de la survie. Et si vous n'avez pas fait cette liste-là avant, bah faites-la maintenant. Je vous rappelle d'ailleurs que dans mon kit de guérison que vous recevez gratuitement en vous inscrivant à la newsletter, j'ai mis une liste de 100 raisons de guérir. Mais évidemment, vous pouvez mettre vos propres raisons, c'est toujours mieux que ce soit les vôtres, mais dans les 100 raisons de guérir, je pense qu'il y en aura certaines qui vous inspireront. Un autre conseil, c'est de jeter la balance et même tous ces outils de tracking, donc les applications désinstallées, supprimer la balance culinaire, supprimer la montre connectée. Je sais que c'est super difficile et c'est pour ça que j'ai commencé par dire la balance pèse personne, parce que c'est déjà le premier outil à vous débarrasser, parce que ça c'est un outil du trouble alimentaire justement, c'est pas un outil de votre guérison. Et moi je suis certaine que si j'avais gardé ma balance, j'aurais rechuté bien avant et potentiellement cette rechute-là elle aurait été bien plus longue, bien plus profonde.
Donc vraiment, je sais que c'est pas simple, je sais que je le dis plein de fois, mais toutes les personnes qui m'ont dit, qui ont réussi à abandonner la balance, elles m'ont dit elles-mêmes qu'elles se sont fait la réflexion ou elles ont senti en fait un poids en moins, sans mauvais jeu de mots. Et moi, c'est pareil en fait, je me rappelle que, c'était super compliqué de le faire, mais une fois que je l'ai fait, mais j'étais tellement libérée, j'avais ça en moi en fait et encore une fois, vous pouvez demander un poids aveugle à vos médecins. Donc c'est-à-dire que vous leur dites: «Vous pouvez regarder le poids, mais moi je ne le regarde pas». Ce qui peut vous rassurer parce que vous avez un professionnel qui a un œil dessus, mais vous, c'est important de dire que vous ne voulez pas voir. Même quand vous vous dites, «Non mais là ça va mieux, je peux regarder», je vous jure que non. Enfin, c'est vraiment important. Je vous dis pas de plus avoir de balance à vie, vous êtes pas obligés. Moi personnellement, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, je connais pas mon poids et je m'en fous parce que pareil, j'ai pris un gros recul sur, ce chiffre-là, ce qu'il représente pour moi. Mais vraiment, enfin, je le dis parce que je vous conseille même de vous débarrasser de la balance totalement parce qu'il y a toujours un jour où genre votre trouble alimentaire il va vous dire: «Non mais vas-y remonte dessus juste pour aujourd'hui, juste pour voir». Sauf que c'est la fois de trop. Donc vraiment, voilà, jetez-la parce que l'outil de votre trouble alimentaire, quoi. Un autre conseil, c'est de faire des activités qui vous font du bien pour prendre soin de vous, qui n'ont rien à voir avec votre corps, l'alimentation, parce que c'est vraiment aussi ça la guérison, c'est se reconstruire indépendamment de la maladie, dans des activités qui vous font du bien et qui sont pas liées de près ou de loin à votre trouble alimentaire. Un autre exemple, c'est d'implémenter un environnement qui est positif pour votre guérison, en mettant en place plein de petites actions qui vous font du bien. Là, je vous renvoie à l'épisode 20 où je vous partage 16 outils à mettre en place pour créer un climat favorable à votre guérison. C'est des outils vraiment qui sont à portée de main, il y en a plein, la plupart sont gratuits. Donc je choisis de pas tout répéter dans cet épisode parce que l'épisode 20 est déjà super complet et je vais éviter de vous faire un épisode de podcast d'1 heure et demie. Le dernier conseil, si jamais une rechute arrive, c'est de vous fixer aussi des objectifs réalisables, de pas se mettre une pression de dingue à vouloir s'en sortir rapidement de cette rechute. Évidemment que vous avez pas envie d'y rester longtemps et c'est normal, mais vraiment, vous en demandez pas trop. Essayez de pas aller trop vite parce que si vous essayez de vouloir aller trop vite, vous allez certainement brûler des étapes et du coup pas consolider la base. Si vous tentez de reconstruire un mur qui arrête pas de s'effondrer, sans vous assurer que les fondations sont solides, le mur risque probablement de s'effondrer à nouveau, tôt ou tard. Donc voilà, plusieurs conseils que je viens de vous donner si jamais une rechute arrive dans votre vie, si vous êtes en train vous-même de la traverser. Et comment éviter de rechuter? Évidemment que vous avez envie d'éviter la rechute et c'est tout à fait normal. Déjà, sachez vraiment que même si c'est fréquent, c'est pas systématique. C'est pas genre tout le monde a des rechutes, dans les troubles alimentaires. Après encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on met derrière le mot rechute. Mais je pense que vraiment, faut pas se mettre de pression ou avoir une peur bleue de la rechute. Parce que si vous en avez peur, genre vous le redoutez à fond, c'est que vous voyez vraiment la rechute comme quelque chose de péjoratif. Alors évidemment, une rechute, c'est pas positive, mais comme je vous dis, avec le recul, ça peut vraiment être quelque chose qui vous aidera. La rechute, ça veut pas dire que vous retombez bien plus bas. Moi, ma rechute, elle a été courte quand même, enfin, elle a été vraiment sur une courte durée et puis finalement, pas si, importante. Alors évidemment, chaque personne est différente et il y a des personnes qui vont connaître des rechutes beaucoup plus importantes et même si, par exemple, vous avez déjà connu des rechutes auparavant, chaque rechute est différente. Donc ça veut pas dire que vous allez vivre la même chose que la dernière fois. Voilà, une rechute, c'est vraiment pas fatal et elle peut être surmontée. Encore une fois, c'est un obstacle, pas une barrière. Mais je vais vous donner quand même quelques conseils pour prévenir d'une rechute. La première, c'est d'identifier, de connaître vos déclencheurs, de connaître ce qui est fragile chez vous. Ça peut être les réseaux sociaux, enfin je veux dire, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être justement le fait de compter les calories, ça peut être le fait de voir certaines personnes, ça peut être le fait d'être confronté à des vêtements qui sont plus petits, ça peut être le fait de voir certaines photos, enfin bref. Connaître vos déclencheurs et en gros, identifier déjà vos déclencheurs pour mieux les éviter et parfois on peut pas éviter certains déclencheurs donc mettre en place déjà des actions, savoir du moins comment vous pouvez réagir s'ils arrivent. Donc ça, je vous conseille de le voir avec, un thérapeute, comme ça c'est mieux pour, avoir un regard extérieur. Deuxième conseil, c'est de garder un cadre alimentaire pendant longtemps, pour vraiment vous assurer que vous mangez suffisamment et éviter d'avoir de la restriction qui s'installe. Troisième conseil, c'est de garder en tête que la restriction et la compensation ne seront jamais une option. Dans les périodes où vous allez mal, vous avez certainement la petite croyance qui va émerger vous disant que c'est en contrôlant, en vous restreignant ou en compensant que vous irez mieux, que ça vous fera du bien. Mais non, je vous jure, c'est un leurre. La restriction, c'est jamais une option. C'est l'option du trouble alimentaire, mais pas de la guérison. Et vraiment, on peut pas régler un problème intérieur avec des solutions extérieures. Donc, gardez en tête. Voilà. Là, je vous ai fait un peu le rappel.
Un autre conseil, c'est de garder un suivi avec un psy au moins, mais ça peut être, un autre thérapeute avec qui, voilà, vous avez le feeling et de le garder pendant longtemps, même quand vous allez mieux. Moi, personnellement, j'ai toujours un suivi. Alors pas pour mes troubles alimentaires, mais pareil, j'ai des copines, en fait, qui vont voir des psys sans avoir de troubles alimentaires ni de gros sujets à travailler. Et comme je disais, il faut vraiment abandonner l'idée qu'il faut aller mal pour voir un psy. En réalité, tout le monde devrait voir un psy. Enfin, dans le sens où, ça fait du bien, en fait, de voir un psy. Genre déjà, faut pas en avoir honte et deuxième chose, c'est que faut pas vraiment se dire, «Il faut que j'aille super mal pour être légitime d'aller voir quelqu'un». Moi, aujourd'hui, je vais pas super mal, pourtant je vais voir quelqu'un et j'avoue qu'il y a plein de fois où je me sens pas légitime et je me rappelle que je lui ai déjà dit: «Je prends certainement la place de quelqu'un d'autre» ou enfin voilà, j'ai pas ma place ici et il m'a dit, c'est lui-même qui m'a dit: «Mais on a toujours cette croyance d'aller voir un psy quand on va super mal, mais en fait, faut pas attendre que ça soit «trop tard» entre guillemets, même si c'est jamais trop tard». Un autre conseil, c'est de s'éloigner des influences négatives. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore du panier de fruits. En fait, c'est même pas une métaphore parce que c'est la réalité. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un panier de fruits et genre dedans il y a un fruit qui est pourri. Et bah ceux qui l'entourent et qui le touchent, ils finissent par pourrir, même si à la base ils sont en très bonne santé entre guillemets. Donc en fait l'idée c'est de s'éloigner des personnes qui sont toxiques, qui sont négatives, pour pas que ça impacte sur vous-même. Vous avez déjà assez d'énergie à devoir mettre dans votre guérison pour, dépenser entre guillemets «votre énergie» pour ces personnes-là. Je sais que ça paraît super égoïste et je vous dis pas non plus d'abandonner toutes les personnes qui sont autour de vous, enfin, c'est important d'être là pour ses amis, pour sa famille et cetera. Mais si par exemple vous remarquez que c'est quelque chose qui se répète depuis très longtemps ou que ça va toujours dans un sens et cetera, bah, vraiment pensez à vous. C'est vraiment important et vous avez le droit en fait. C'est pas enfin genre être égoïste, c'est pas forcément péjoratif. Parfois il le faut pour se protéger. Et après, enfin là, je parle des relations avec les personnes, mais c'est aussi faire un tri dans vos réseaux sociaux. Tout ce qui est contenu qui vous, trigger, genre qui vous crée, un mal-être, bah, désabonnez-vous. Le problème des réseaux sociaux, c'est aussi que parfois on contrôle pas les images qui viennent à nous et parfois on a des pubs ou des vidéos qui vont parler de régime, d'alimentation, de corps, enfin, alors que vous y pensez même plus et bam, ça va revenir dans votre tête comme un boomerang. Donc en vrai, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire aussi une digital detox de au moins un jour par semaine sans vous connecter et je vous jure, ça fait un bien fou. Moi, aujourd'hui, je le fais, parfois je fais même plusieurs jours dans la semaine alors que j'ai un compte, actif sur les réseaux sociaux. Mais justement, en fait, à un moment, c'était trop oppressant pour moi et je le fais de temps en temps et genre ça me fait vraiment du bien, quoi. Donc choisissez un jour où vous n'êtes pas obligé que ce soit un jour fixe. Parfois, si vous vous sentez trop oppressé, beh, juste, rajoutez-vous pas encore plus d'oppression et après si les réseaux sociaux vous font du bien, OK, mais parfois on n'a pas conscience que c'est, quelque chose d'oppressant. Un autre conseil, c'est aussi de développer des nouveaux centres d'intérêt en dehors du trouble alimentaire. Bon, j'ai un peu dit, tout à l'heure, mais je peux vous conseiller le bullet journal si vous voulez. J'en ai déjà souvent parlé. Moi, j'ai beaucoup utilisé cet outil et j'en fais toujours aujourd'hui. J'ai 3 vidéos YouTube sur ma chaîne où je vous présente, bah, le matériel à avoir, des idées de pages à faire, des conseils pour, en faire un outil positif pour vous et j'ai un compte Pinterest aussi où j'ai plein d'idées, de pages à faire. Donc si vous manquez d'inspiration, mais sachez que j'ai mon compte Pinterest qui est, super bien organisé avec des pages mensuelles, des pages, par semaine, des idées de pages, de collection et cetera. Bon bref, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Sur mon site internet, il y a le lien vers Pinterest. Et puis, évidemment, un autre conseil, bah, c'est de travailler sur tous les aspects de votre guérison qui doivent être consolidés. Donc sur l'acceptation corporelle, sur la restructuration cérébrale, sur la déconstruction des croyances erronées, sur les causes psychologiques. Moi, je vous accompagne dans tout ça, avec le programme Butterfly Body, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner avec des thérapies, concrètes en plus du programme ou, à la place du programme. Enfin vraiment, c'est vous qui choisissez. L'important, c'est de créer votre propre chemin de guérison. Donc voilà, hésitez vraiment pas à travailler tout ça avec des thérapies concrètes comme, l'EMDR, les thérapies cognitivo-comportementales. Pareil, j'ai fait un épisode complet, sur les thérapies à choisir qui est l'épisode 18, donc je vous renvoie vers ça. Je vous ai partagé pas mal de choses, je pense, dans cet épisode. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre les rechutes. J'espère que ça vous a donné aussi des conseils concrets, évidemment. J'ai toujours plein de choses à dire et j'ai l'impression vraiment de partir, en cacahuète. Mais j'essaye de me limiter aussi dans ce que je dis, enfin j'essaie de structurer tout ça pour pas que ça dure trop longtemps et que ce soit pas trop justement, n'importe quoi. Mais voilà, avant de vous dire un dernier point qui est important pour moi, je vous renvoie, vers, du coup, mes épisodes de podcast pour, compléter, notamment si là en ce moment vous traversez une rechute. Même si vous avez déjà écouté en vrai, ces épisodes-là, bah, je vous invite à les réécouter parce que ça fait pas de mal.
J'ai déjà dit plusieurs épisodes au long de l'épisode, mais je vais relister ces épisodes-là. Donc il y a l'épisode 31, qui est le dernier d'ailleurs je pense, sur les causes possibles d'un trouble alimentaire, ça peut vous donner des pistes. L'épisode 27 sur la quasi-guérison. L'épisode 21 sur les bénéfices secondaires. L'épisode 20 sur les outils concrets à mettre en place. Et l'épisode 18 sur les thérapies à choisir lorsque vous souffrez d'un trouble alimentaire. Je voulais terminer cet épisode en vous parlant d'un autre point de vue dans la rechute. Enfin, c'est pas un autre point de vue, mais c'est un autre point. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui vont se convaincre qu'il faut rechuter fortement, genre vraiment aller loin, en gros, dans la maladie, pour être légitime et pouvoir se battre. En gros, c'est un peu la mentalité, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Et il y a zéro jugement, parce que moi-même, j'ai eu cette façon de penser quand j'étais malade. Donc vraiment zéro jugement. C'est un vice de la maladie d'ailleurs de vous ramener à ça. Et en fait, je me suis dit, ouais, j'avais envie de le parler, en tout cas de le caser dans l'épisode de podcast. Et du coup, par rapport à ça, je vais vous lire un texte qui est issu du recueil de mon livre Des mots pour fleurir, qui est mon dernier livre sorti en juin, qui est disponible d'ailleurs sur l'onglet carnet de mon site sur norainoflower.com. Donc je vais vous lire cette page-là. Je commence. Tu n'as pas besoin de perdre du poids, d'aller plus mal pour poursuivre la guérison. C'est absurde. Ce sont des mensonges illogiques de ton trouble alimentaire. Tu n'as pas besoin de rechuter pour te motiver à te battre. Tu n'as pas besoin de toucher le fond, d'aller encore plus mal pour te sentir légitime. La suite du chemin de la guérison te fait peur, et c'est normal, parce que des obstacles encore difficiles t'attendent. Mais revenir en arrière sera bien pire. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour faire demi-tour maintenant. Rappelle-toi que difficile ne veut pas dire impossible. Tiens bon, repose-toi si tu en as besoin, mais regarde toujours devant, vers l'horizon, vers ton futur. C'est là-bas que ta vie t'attend. Ton futur a besoin de toi, pas ton passé. Voilà, je pense que ce texte a tout dit. C'est que vraiment, ne vous dites pas, il faut que je retombe dans la maladie pour pouvoir me sentir légitime à aller voir quelqu'un. Parce que en fait, quand vous retombez dans les schémas du trouble alimentaire, et ben le trouble alimentaire, même si vous vous dites je vais atteindre tel palier et ensuite je me ferai aider, mais le trouble alimentaire il va toujours vous convaincre que c'est pas assez, il va toujours vous emmener toujours plus loin. Et le plus loin, c'est vers la mort en fait qui vous amène. Donc vraiment, ne vous sentez pas illégitime. Je sais que c'est super difficile et j'ai tellement ressenti ça quand j'étais malade, mais vraiment vous avez besoin d'aide et n'attendez pas d'aller au plus mal pour chercher de l'aide. Voilà, n'oubliez pas que tout ce que je vous ai dit là, c'est par bienveillance et grande empathie, parce que vraiment j'ai vécu ça aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour me soutenir, mettez-moi une note sur votre plateforme d'écoute. Je vous assure que c'est très important pour moi. Ça m'aide et ça me soutient beaucoup. Ça me permet d'avoir aussi vos retours, de savoir ce que vous pensez des épisodes et du podcast plus globalement. Donc c'est super important, prenez le temps de le faire. Et n'oubliez pas, ne restez pas seul. Gardez en tête que la rechute, c'est une étape, pas une finalité, vraiment. Merci encore de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!